Paris, un après-midi d'automne. Sur l'avenue Montaigne, les voitures de luxe glissent comme des notes sur une partition, tandis que le claquement régulier des talons aiguilles résonne sur les trottoirs pavés. À l'un des balcons d'un hôtel élégant, une femme grande et élancée, aux longs cheveux châtains soyeux, observe la ville. Elle a été, pendant des années, l'un des visages les plus prisés de la mode mondiale, ouvrant les défilés pour Chanel, Dior, Versace. Mais ce que le public retient d'elle ne se limite pas à sa beauté. Carla Bruni Sarkozy incarne la capacité rare à se réinventer. Alors qu'elle brillait encore comme top modèle au sommet de son art, elle fit un choix inattendu, quitter les podiums, ranger les robes haute couture et se tourner vers la musique. Les séances photos somptueuses firent place à des soirées plus intimistes, où l'on ne voyait plus qu'elle, une guitare entre les mains et une voix grave, et veloutée emplissant la salle. Et comme si le destin aimait les tournants spectaculaires, Carla fit un pas supplémentaire, entrer dans l'arène politique, en devenant l'épouse du président français Nicolas Sarkozy. De la lumière des podiums au salon du Palais de l'Élysée, de l'éclat des flashs à la gravité des sommets internationaux, son parcours est une suite de métamorphoses audacieuses. Qu'est-ce qui pousse une mannequin adulée, devenue chanteuse puis première dame, à transformer sa vie aussi radicalement à plusieurs reprises, sans jamais perdre ni son assurance, ni son magnétisme? La réponse se trouve dans son enfance, là où tout commence, là où les premières lignes de son caractère ont été écrites. Carla Bruni voit le jour le 23 décembre 1967 à Turin, en Italie, au sein d'une famille où l'art et la culture ne sont pas de simples distractions, mais une véritable raison de vivre. Son père, Alberto Bruni Tedeschi, est un industriel prospère, mais également un compositeur amateur passionné d'opéra. Sa mère, Marisa Borini, est pianiste concertiste, formée à l'exigence et à la discipline de la musique classique. Dans la grande villa familiale située en périphérie de Turin, la musique résonne chaque jour, et les conversations autour de la table portent souvent sur les artistes, les compositeurs et les œuvres d'art. Mais derrière cette image privilégiée se cachent des réalités plus complexes. Alors que Carla n'a que 7 ans, ses parents décident de quitter l'Italie pour s'installer en France. À l'époque, le pays connaît un climat politique tendu, et les enlèvements ciblant les familles aisées se multiplient. Les Bruni choisissent donc la sécurité. Paris devient leur nouveau foyer. Pour la petite Carla, c'est un choc culturel et émotionnel. Elle parle italien à la maison, mais doit rapidement maîtriser le français pour s'intégrer à l'école. Cette double culture deviendra plus tard l'un de ses atouts les plus subtils, lui permettant de naviguer avec aisance entre les univers et les identités. À l'école, Carla attire les regards. Grande pour son âge, élancée, avec des traits déjà marqués, elle dégage une assurance tranquille qui intrigue. Pourtant, elle garde une distance prudente. Les enfants peuvent être cruels, et certaines camarades la jugent fille de riche ou différente. Loin de s'enfermer dans un rôle de privilégiée, Carla préfère se réfugier dans la lecture, l'écriture et la guitare, développant ainsi une vie intérieure riche. La famille Bruni, très attachée à la tradition artistique, imagine pour elle un avenir dans la musique. Sa mère rêve de la voir devenir pianiste professionnelle. Son père souhaite qu'elle suive des études solides. Le mannequinat n'est jamais évoqué. Pour un milieu intellectuel comme le leur, la mode est perçue comme frivole, presque superficielle. Pourtant, à travers la fenêtre de son appartement parisien, la jeune Carla observe les silhouettes élégantes qui traversent l'avenue. Elle se demande ce que cela ferait de porter ses robes, de défiler sous les lumières, d'être l'une de ces femmes qui semblent flotter au-dessus du quotidien. Une révélation intime viendra plus tard bouleverser ses certitudes. À l'âge adulte, Carla apprend qu'Alberto Bruni Tedeschi n'est pas son père biologique. Son véritable père est Maurizio Remer, un guitariste italien avec lequel sa mère avait eu une relation. Cette découverte agit comme un séisme intérieur, mais aussi comme une libération. Elle comprend qu'elle peut décider qui elle est, indépendamment des étiquettes ou des récits familiaux. À l'adolescence, Carla fréquente le prestigieux pensionnat Château-Montchoisy, en Suisse. L'école, réputée pour former les futures élites, lui impose une discipline stricte, mais aussi un environnement compétitif. Les jeunes filles issues de familles fortunées y affichent leur statut par les vêtements et les attitudes. Carla, elle, adopte un style épuré, jouant déjà avec l'idée que l'élégance ne dépend pas de la quantité, mais de la justesse des choix. Ce sens du style deviendra, des années plus tard, sa signature de top modèle. Son physique, près d'1,78 m, des yeux bleu-vert captivants,
Un visage aux lignes à la fois douces et déterminées ne passe pas inaperçu. Mais ce qui la distingue réellement, c'est une énergie calme, presque mystérieuse. Elle semble toujours en observation, comme si elle cherchait à comprendre avant d'agir. À cette époque, le monde du mannequinat lui est encore étranger. Elle ne lit pas les magazines de mode avec avidité, ne collectionne pas les images de mannequins célèbres. Et pourtant, une graine est plantée. Elle sait qu'elle ne se contentera pas d'un chemin tout tracé. Ce qu'elle ignore encore, c'est que cette graine va germer très vite. Une rencontre fortuite, quelques années plus tard, la fera passer du statut d'étudiante discrète à celui de mannequin convoité sur les podiums les plus prestigieux de la planète. L'opportunité qui allait changer la vie de Carla Bruni surgit sans prévenir, au début des années 1980. À cette époque, elle suit des études d'architecture à Paris. Rien, en apparence, ne la destine à devenir top modèle. Mais un camarade de classe, qui connaît bien le milieu de la photographie, remarque sa silhouette élancée et la finesse de ses traits. Un jour, il lui dit presque en plaisantant « Tu devrais envoyer tes photos à une agence ». Carla sourit, convaincue que ce n'est pas un monde pour elle. Pourtant, le destin s'invite un après-midi où elle accompagne ce même ami sur un plateau photo. Le photographe, intrigué par sa présence discrète mais magnétique, lui propose de passer devant l'objectif, juste pour essayer. La lumière inonde le studio, des vêtements soigneusement préparés reposent sur des portants, et l'équipe entière la regarde. Carla ressent un mélange de trac et d'excitation. Lorsque le photographe commence à déclencher, elle a l'impression d'endosser un rôle nouveau, celui d'une femme sûre d'elle, qui sait capter l'attention. Les clichés, d'une étonnante intensité pour une débutante, finissent sur le bureau d'un agent de City Model, l'une des agences parisiennes les plus en vue. Lors du premier rendez-vous, on lui propose un contrat. Carla rentre chez elle avec le document en main, consciente que cette proposition pourrait bouleverser son avenir. La réaction familiale est mitigée. Sa mère s'inquiète. Le mannequinat est un univers impitoyable. Tu es certaine de vouloir y entrer ? Son père adoptif, plus réservé, lui laisse comprendre qu'il ne s'opposera pas si elle assume ses choix. Après plusieurs discussions, Carla obtient l'accord de tenter sa chance à condition de poursuivre ses études. Son premier casting a lieu dans les locaux d'une grande maison de couture française. La salle d'attente est bondée de jeunes femmes venues du monde entier, chacune arborant un look calculé. Carla, en jeans et chemise blanche, cheveux lâchés, tranche par sa simplicité. Lorsqu'on l'appelle, elle traverse la pièce avec une démarche naturelle mais assurée. Les recruteurs échangent un regard. Cette jeune femme a quelque chose. On lui demande de marcher, de faire un demi-tour. Son cœur bat vite, mais elle se concentre, comme si elle répétait une chorégraphie invisible. Elle est retenue. Ce premier succès se traduit par une séance photo pour un lookbook. Très vite, d'autres appels suivent. Des magazines veulent tester son potentiel. Des créateurs souhaitent la voir en cabine. En quelques mois, Carla devient un mannequin demandé sur les podiums parisiens. Mais sa progression n'est pas qu'une affaire de physique. Dès ses débuts, elle observe attentivement les top modèles confirmés, leur manière d'interagir avec les photographes, de s'approprier un vêtement, de se transformer d'un look à l'autre. Elle comprend que le mannequinat est un langage corporel, une performance subtile où chaque geste compte. Pour ses anciens camarades de l'université, son choix reste incompréhensible. Certains pensent qu'elle a sacrifié une carrière stable pour une voie incertaine. Mais Carla voit les choses autrement. Ce n'est pas un abandon, c'est un élargissement de son horizon. Elle se sent portée par une curiosité nouvelle, prête à affronter la compétition et les exigences physiques de ce métier. En moins d'1 an, Carla franchit les frontières. Elle défile à Milan, capitale italienne de la mode, où ses origines transalpines séduisent immédiatement. À New York, elle se fait remarquer pour son professionnalisme et sa ponctualité, qualité parfois rare dans un milieu où la jeunesse et la spontanéité priment. Ce premier chapitre dans l'univers du mannequinat pose les fondations de sa carrière. Carla n'est plus l'étudiante discrète de l'école d'architecture. Elle est devenue un nom qui circule dans les coulisses, une silhouette que les directeurs artistiques veulent voir ouvrir ou clôturer leur défilé. Elle ignore encore que ce n'est là que le début, et que bientôt, son visage figurera aux côtés des plus grands top modèles de la planète, dans une décennie où le mot supermodèle allait devenir un phénomène mondial. En l'espace de quelques saisons, Carla Bruni s'impose comme l'un des noms incontournables des semaines de la mode. Paris, Milan, New York, Londres, son visage et sa silhouette deviennent familiers dans les backstages et sur les podiums. À la fin des années 1980 et au début des années 1990,
Elle fait partie de ce cercle restreint de top modèles qui définissent les tendances et incarnent l'idéal de beauté de l'époque, aux côtés de Naomi Campbell, Claudia Schiffer ou Christy Turlington. La percée décisive se produit lors d'un défilé Versace à Milan. Sélectionnée pour ouvrir le show, Carla se tient en coulisses, le cœur battant au rythme de la musique qui s'élève. Les rideaux s'écartent, la lumière la frappe de plein fouet, et en quelques secondes, la salle entière est suspendue à ses pas. Sa démarche fluide, son port de tête assuré et ce regard légèrement énigmatique captent l'attention de chaque photographe. Les flashs crépitent comme une pluie d'éclairs. À la fin du défilé, la presse parle déjà d'elle comme de « la nouvelle muse » de Gianni Versace. Dès lors, les grandes maisons se l'arrachent. Chanel admire sa capacité à incarner l'élégance intemporelle, Dior est séduit par sa féminité mystérieuse, et Yves Saint Laurent apprécie son charisme discret mais magnétique. Carla est un mannequin caméléon. Elle peut être femme fatale dans une robe fendue, puis incarner la pureté dans une robe en mousseline immaculée, sans jamais perdre sa signature personnelle. Les magazines prestigieux lui consacrent leur couverture. Vogue, Elle, Harper's Bazaar, chaque série photo devient un petit événement. Les photographes louent son professionnalisme et sa compréhension instinctive de la lumière. Carla ne pose pas. Elle raconte une histoire avec ses yeux, ses mains, la tension de son corps. Au début des années 1990, elle enchaîne les campagnes publicitaires pour des parfums, des bijoux, des vêtements de luxe. Les contrats se chiffrent en millions de dollars. Et elle figure régulièrement dans les classements des top modèles les mieux payés au monde. Mais derrière le glamour, la réalité est exigeante. Les journées commencent souvent à l'aube pour un maquillage et un coiffage méticuleux, suivis de plusieurs défilés dans des villes différentes, parfois le même jour. Les voyages en avion de nuit deviennent la norme. Carla sait cependant préserver son énergie. Elle choisit ses engagements avec discernement, refusant de s'épuiser dans une course effrénée. Cette maîtrise sélective lui vaut la réputation d'être exigeante, mais c'est aussi ce qui lui permet de rester constante au sommet. Peu à peu, elle tisse des liens privilégiés avec les grands créateurs. Karl Lagerfeld voit en elle une intelligence rare dans le métier de mannequin, capable de comprendre l'ADN d'une marque et de le traduire en gestes et en attitudes. Gianni Versace, lui, trouve chez Carla cette force tranquille qui donne à ses créations les plus audacieuses un supplément d'âme. Son influence dépasse la mode. Les femmes imitent sa coupe de cheveux, son maquillage naturel, sa manière d'associer des pièces simples à des accessoires sophistiqués. La silhouette Carla Bruni devient un modèle de style en Europe. Pourtant, même à l'apogée de sa carrière, elle garde un lien fort avec la musique. Entre deux shows, dans sa chambre d'hôtel, elle sort sa guitare et compose. Ces moments intimes sont comme une respiration dans un univers où l'image est reine. Peu de gens le savent encore, mais cette passion grandissante sera la clé d'un futur virage radical. En 1997, alors qu'elle est encore sollicitée par toutes les grandes marques, Carla commence à réduire ses apparitions. Ce retrait progressif intrigue les observateurs, mais pour elle, il s'agit simplement de préparer la suite. Quitter les podiums alors qu'elle est toujours au sommet, afin de se lancer pleinement dans un nouveau chapitre de sa vie. Dans l'univers impitoyable de la mode, où l'on exige souvent des mannequins qu'ils se conforment à une image ou à un rôle précis, Carla Bruni s'est toujours distinguée par sa volonté de rester maîtresse de ses choix. Dès ses débuts, elle se fixe une règle simple. Je ferai ce métier à ma manière, et je saurai quand il sera temps de partir. La première différence majeure, c'est qu'elle refuse d'être perçue comme un simple cintre ambulant. Sur chaque séance photo ou chaque défilé, elle prend le temps de discuter avec le photographe ou le créateur pour comprendre la vision derrière la collection. Elle considère que porter une robe ne suffit pas. Il faut en incarner l'esprit. Cette approche, rare même parmi les top modèles les plus célèbres, lui permet d'apporter une profondeur à son travail qui séduit autant les créateurs que le public. À l'apogée de sa carrière, Carla reçoit des propositions de campagnes publicitaires très lucratives, notamment pour de la lingerie ou des produits de luxe à l'imagerie provocante. Mais elle décline celles qui ne correspondent pas à sa conception de l'élégance. La sensualité, disait-elle, ne réside pas dans la quantité de peau montrée, mais dans le mystère que l'on crée. Cette ligne de conduite forge son image de femme indépendante, guidée par ses principes. Carla se montre également sélective dans ses engagements professionnels. Là où d'autres mannequins acceptent des marathons épuisants de défilés pour rester visibles, elle choisit avec soin ses apparitions afin de préserver son énergie et sa santé. Certains y voient un caprice, d'autres y reconnaissent une véritable stratégie de longévité. Mais ce qui la distingue le plus,
c'est sa capacité à assumer des passions en dehors de la mode, même lorsque cela va à l'encontre des attentes du milieu. Dès ses premières années sur les podiums, elle voyage avec une guitare et compose dans ses chambres d'hôtel. Pour beaucoup, cette activité parallèle n'est qu'un passe-temps. Ils ignorent que Carla se prépare déjà, en silence, à écrire un nouveau chapitre de sa vie. Elle n'hésite pas non plus à exprimer son opinion sur des sujets délicats. Dans certaines interviews, elle évoque la pression excessive sur le poids des mannequins et plaide pour une industrie plus soucieuse de la santé des femmes qui la font vivre. Ces déclarations, bien qu'appréciées par une partie du public, dérangent certains acteurs du secteur, habitués à une obéissance silencieuse. Pour le grand public, Carla devient ainsi plus qu'un visage ou un corps. Elle incarne une idée, celle qu'une top modèle peut dire non, refuser ce qui ne lui correspond pas, et tracer sa propre voie. Elle n'hésite pas à décliner des contrats valant des millions si elle ne croit pas au projet, mais accepte parfois de participer à des shootings plus modestes s'ils ont une valeur artistique ou personnelle. Les créateurs qui ont travaillé avec elle en gardent un souvenir vif. Gianni Versace affirmait « Carla ne se contente pas de porter mes créations, elle en raconte l'histoire ». Karl Lagerfeld, lui, soulignait son intelligence et sa culture générale, deux qualités trop rares chez les mannequins. Cette singularité et cette liberté d'esprit finissent par mener à la décision la plus marquante de sa carrière, quitter les podiums au sommet de sa gloire. Peu de top modèles osent le faire volontairement, mais Carla, fidèle à sa philosophie, préfère partir par choix plutôt que d'attendre que l'industrie décide pour elle. Ce geste, qui aurait pu être perçu comme un risque insensé, s'avéra en réalité la première pierre d'une reconversion réussie dans un autre univers artistique, la musique. Mais ce départ, aussi audacieux soit-il, n'était pas exempt de turbulences, et c'est là que commence la partie la plus imprévisible de son parcours. À la fin des années 1990, alors qu'elle est encore une top modèle recherchée et un mannequin respecté par l'industrie, Carla Bruni prend une décision qui surprend tout le monde, quitter le monde de la mode pour se consacrer pleinement à la musique. Beaucoup pensent qu'il s'agit d'un caprice ou d'un pari impossible. Mais Carla, fidèle à son instinct, se lance. « Je ne veux pas arriver à 40 ans et me dire que je n'ai jamais osé », confie-t-elle alors. En 2002, elle sort son premier album, « Quelqu'un m'a dit ». Composé de mélodies simples à la guitare et de textes intimistes, l'album séduit immédiatement le public. Les critiques saluent sa voix grave, légèrement voilée, et sa capacité à écrire des chansons qui parlent d'amour, de temps qui passe et de fragilité humaine. Le disque se vend à des centaines de milliers d'exemplaires, en France mais aussi en Europe, prouvant que Carla n'est pas seulement une ancienne mannequin célèbre, mais une véritable artiste. Ce succès l'a conduit à enregistrer d'autres albums, à tourner sur scène et à collaborer avec des musiciens reconnus. Pendant un temps, il semble que sa reconversion soit un conte de fées réussi. Mais en 2007, un événement inattendu change radicalement le cours de sa vie. Lors d'un dîner à Paris, elle rencontre Nicolas Sarkozy, fraîchement élu président de la République française. Le coup de foudre est immédiat et, quelques mois plus tard, ils se marient. À partir de ce moment, Carla délaisse presque totalement la scène musicale pour assumer son nouveau rôle de première dame. Les podiums et les concerts laissent place aux réceptions officielles, aux voyages diplomatiques et aux engagements caritatifs. L'ancienne top modèle devient une figure politique, incarnant une certaine idée du chic français lors des rencontres internationales. Mais cette nouvelle vie s'accompagne d'une pression constante. Chaque tenue, chaque geste, chaque mot est scruté et commenté. Les médias ressortent ces photos de mannequins des années 1990, parfois pour les mettre en valeur, parfois pour alimenter des polémiques. Ses partisans saluent sa modernité et son élégance. Ses détracteurs l'accusent de ne pas avoir la légitimité nécessaire pour ce rôle institutionnel. Carla avoue plus tard que la transition n'a pas été facile. Le plus difficile, ce n'était pas le regard des autres, mais le sentiment de perdre une partie de moi-même. Entre l'artiste libre et la première dame protocolaire, il y avait un fossé qu'il fallait apprendre à franchir chaque jour. Lorsque le mandat de Nicolas Sarkozy prend fin en 2012, Carla retourne à la musique. Elle enregistre de nouveaux albums et reprend les concerts, mais l'accueil est plus mitigé. Les années passées loin de la scène ont modifié le paysage musical et il est difficile de retrouver la fraîcheur et la spontanéité de ses débuts. Dans le même temps, la mode a également tourné la page. Les jeunes créateurs et les nouvelles top modèles dominent les podiums. Carla, qui fut autrefois l'un des visages les plus emblématiques de son époque, n'y apparaît plus qu'occasionnellement pour des événements spéciaux ou des campagnes célébrant des icônes du passé. Pour certains,
Cette absence prolongée ressemble à une disparition. Mais Carla ne voit pas les choses ainsi. Pour elle, il s'agit simplement d'une nouvelle étape. Ma vie est une succession de chapitres. Quand l'un se termine, je ne m'accroche pas, je tourne la page. Malgré tout, les amateurs de mode et de musique continuent de se demander si Carla Bruni n'avait pas épousé un président, aurait-elle prolongé sa carrière artistique ou retrouvé un jour les podiums? Ou bien est-ce justement cette trajectoire atypique qui a forgé sa légende, la faisant passer de mannequin à musicienne, puis à première dame, sans jamais renoncer à son identité profonde? Plus de 3 décennies après ses débuts, le nom de Carla Bruni Sarkozy évoque encore l'élégance, la transformation et une trajectoire hors du commun. Elle laisse derrière elle l'image d'une top modèle devenue chanteuse, d'une artiste devenue première dame et d'une femme qui a toujours refusé de se laisser enfermer dans une seule identité. Son héritage ne se résume pas à des photos de podium ou à des couvertures de magazines, il réside dans la manière dont elle a brisé les frontières entre les mondes, celui de la mode, de la musique et de la politique, en prouvant qu'un mannequin pouvait aussi écrire, composer et influencer les débats publics. Dans un milieu souvent éphémère, elle a montré qu'il est possible de durer, non pas en cherchant à plaire à tout prix, mais en restant fidèle à soi-même. Aujourd'hui, Carla apparaît moins souvent sous les projecteurs, mais chaque fois qu'elle revient, que ce soit sur scène pour chanter ou devant un objectif pour un projet spécial, elle suscite la curiosité et l'admiration. Son style, sa voix et son parcours continuent d'inspirer celles et ceux qui veulent tracer leur propre route, même lorsqu'elle s'écarte des sentiers attendus. Et être que ce qui reste le plus fort, c'est la question qu'elle laisse en suspens. Si Carla Bruni commençait sa carrière aujourd'hui, dans un monde saturé d'images et dominé par les réseaux sociaux, parviendrait-elle à préserver le mystère et le magnétisme qui ont fait d'elle une icône? Ou est-ce justement parce qu'elle appartient à une autre époque que son histoire a ce parfum de légende?